Bonjour. Donc, dans le cadre du cours Relations humaines dans les affaires internationales, nous avions à vous présenter notre travail qui est d'organiser et convaincre intellectuellement. Nous sommes l'équipe 2 qui est composée de Lisandre Arsenault, Elisabeth Coulombe, Claudia Langdo, Frédéric Fournier et de Martin Fournier. Je vais d'abord vous présenter le plan de la présentation. Dans le cadre de ce travail-là, nous avions à présenter un aspect de la gestion des ressources humaines dans un pays, puis le pays qui nous a été attribué, c'est l'Allemagne. Afin de bien mettre en contexte la suite du travail, nous allons d'abord commencer la présentation avec une brève description de l'Allemagne, puis du thème que nous avons choisi, qui est la culture. Nous allons ensuite vous présenter une analyse de l'Allemagne selon Hofstede, puis on a sorti 3 différences majeures entre le Canada et l'Allemagne. Donc, nous allons présenter ça à travers 2 témoignages de personnes qui ont déjà été expatriées en Allemagne. Nous allons également vous présenter un témoignage, un cas concret d'une entreprise qui a un bureau en Allemagne. Nous allons ensuite vous présenter une perception nuancée de la vision structuraliste. Puis, nous allons terminer en faisant des recommandations pour accroître le succès d'une expatriation. Donc, nous tenions à faire un portrait des témoignages que nous avons recueillis. Donc, la première personne est Caroline, qui est une femme de 33 ans, d'une nationalité canadienne. Elle réside maintenant en Allemagne depuis près de 3 ans. Puis, elle est conseillère juridique. Elle a travaillé comme conseillère juridique d'abord au Canada, puis pour vivre un nouveau défi, elle a déménagé en Allemagne. Ensuite, nous avons Lisande, qui est une des membres de notre équipe. Elle a 23 ans, elle est de nationalité canadienne également. Elle a résidé en Allemagne pendant près d'1 an. Puis, son expatriation était dans le cadre d'un échange gouvernemental. Elle était assistante de langue française dans une école en Allemagne. Puis, pour conclure, nous avons FedNav, qui est une entreprise canadienne de transport ayant un bureau en Allemagne. Puis, nous allons présenter ce cas-là très concrètement. Donc, l'Allemagne, en fait, c'est un pays d'Europe de l'Ouest ayant une population de plus de 82,79 millions d'habitants, ce qui fait de l'Allemagne le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Sa croissance de la population depuis la Deuxième Guerre mondiale est principalement due à l'immigration. L'Allemagne est bordée par 2 mers au nord, la mer du Nord et la mer Baltique, et de 9 pays. Son paysage se compose de forêts, de rivières, de chaînes de montagnes et de plages sur la mer du Nord. La capitale de l'Allemagne est Berlin, où on peut retrouver de nombreux sites en lien avec la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, ainsi que la 4e puissance économique mondiale derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. L'Allemagne compte alors parmi les pays industrialisés les plus développés et les plus performants dans le monde. En 2017, son PIB était de 3 263 milliards d'euros. Ce pays figure parmi les premiers mondiaux dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'industrie chimique et de la construction mécanique. La langue officielle de l'Allemagne est l'allemand et elle est la langue maternelle de 92% de la population, ce qui indique une très grande homogénéité linguistique. En 2016, 36,2% de la population allemande se déclare sans religion. 28,5 sont catholiques, 26,5 sont protestants et 4,9 sont musulmans. Selon une étude réalisée sur le site internet américain Glassdoor, l'Allemagne se retrouve en 3e position derrière la Suisse et le Danemark comme pays d'Europe ayant le meilleur niveau de vie. Basé sur les revenus, le coût moyen de la vie et le pouvoir d'achat des citoyens, l'Allemagne se démarque par son bon pouvoir d'achat. Par exemple, le prix d'un loyer à Berlin serait beaucoup moins onéreux que celui qu'à Paris. Le coût de la vie en Allemagne est légèrement supérieur, soit 7% supérieur à celui de la moyenne des pays européens. Selon Eurostat et Yearbook, en 2002, l'Allemagne serait plus scolarisée que la moyenne des pays européens. 82% des Allemands ont complété un diplôme secondaire comparativement à 64% des autres pays européens. Donc, ça fait un peu le tour de la mise en contexte sur l'Allemagne. On va donc poursuivre cette présentation-là en regardant le thème de la culture, puis pourquoi est-ce qu'on a choisi le thème de la culture. Donc, quand on regarde par le passé, il y a en fait une multitude de définitions à travers les époques, puis à travers les disciplines. Donc, on se rend compte que la culture, c'est pas exactement quelque chose qui est fixé. Kroeber et Kluckhohn, qui sont 2 anthropologues américains, ont recensé pas moins de 300 définitions du terme au début des années 50. Ça témoigne de la place importante en fait que la culture occupe dans nos vies.
On a décidé d'y aller avec une définition qui a été donnée par Tyler en 1871, puis ça définit la culture comme un ensemble complexe qui comprend le savoir, les croyances, l'art, l'éthique, les lois, les coutumes et toute autre aptitude ou habitude acquise par l'homme comme membre d'une société. Dans le début des années 70, il y a un scientifique, un anthropologue, je m'excuse, néerlandais qui s'appelle Hofstede, qui a décidé de faire des études en fait pour parvenir à quantifier et à comparer les cultures. Avec son étude, en fait, il a fait une analyse en 6 points pour permettre de tangibiliser et vraiment de quantifier les cultures. C'est un début intéressant, mais ça reste que la culture, c'est quelque chose qui est tellement omniprésent et difficile à cerner que c'est difficile de seulement réduire une culture à 6 points. Il y a les cultures nationales, il y a des cultures d'entreprise, il y a des sous-cultures. Ça fait que même si jamais une personne est au centre, par exemple, de la culture allemande, elle reste quand même au centre d'un espèce de diagramme de veine d'enchevêtrement de culture. Donc, c'est très difficile de départager, en fait, quel élément appartient à quelle culture. La culture, justement, c'est quelque chose qui nous rattache les uns aux autres, mais ça peut également nous éloigner. Ça peut permettre à, par exemple, deux personnes qui se connaissent pas vraiment de lier rapidement des liens entre eux. Puis ça a une importance beaucoup plus importante, une influence, je m'excuse, beaucoup plus importante et pervasive qu'on pourrait se l'imaginer. C'est la capacité de comprendre puis de se lier vraiment entre les personnes, puis la culture, en fait, ça fait comme une espèce de paire de lunettes qui nous permet de voir les choses d'une certaine manière. Donc, on a décidé de parler de la culture puisque c'était vraiment l'aspect le plus intéressant à traiter dans notre cas présent entre le Canada et l'Allemagne. Le Canada puis l'Allemagne, justement, c'est des pays qui sont quand même assez similaires d'un point de vue légal, d'un point de vue religieux, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal. Mais la culture, c'est un des rares points où est-ce qu'on peut voir une différence parce que la culture, finalement, teinte en fait l'aspect légal, économique et religieux de n'importe quel pays. Donc, si en fait on va sur Internet, puis on va sur YouTube pour regarder des vidéos, il y a beaucoup de Canadiens en fait qui ont émigré vers l'Allemagne, puis on comprend que vraiment la culture, c'est le sujet qui nous touche le plus. Donc, pratiquement tout le monde qui est arrivé a vécu un choc culturel, ou des fois ça peut juste être vraiment une adaptation, mais ça reste qu'il y a des différences. Par exemple, j'ai une de mes bonnes amies qui a déménagé en Allemagne pendant un an, puis elle m'expliquait que les Allemands attendent tout le temps le petit bonhomme piéton, la lumière piétonne, en fait, je m'excuse. Puis juste en fait aller au centre-ville de Montréal, puis on peut se rendre compte que c'est pas du tout la même situation, puis que tout le monde traverse la rue un peu n'importe où. Ça peut sembler minime, mais juste là, déjà là, c'est un choc culturel en fait, parce que c'est une habitude qui fait partie de comment on se comporte en société. Puis il y a vraiment un décalage en fait, donc ça peut mener quand même à des surprises intéressantes. On a décidé en fait de regarder l'article de Hayden qui était parmi nos lectures obligatoires pour le thème de la culture, puis ça nous montre que les cultures de travail canadiennes puis allemandes sont relativement similaires. Toutefois, il y a quand même des différences qui sont notables. Donc, surtout par exemple au niveau de l'importance des pratiques de gestion des ressources humaines qui sont plus progressistes en Allemagne qu'au Canada. D'ailleurs, il y a une étude très intéressante de l'OECD qui a été publiée très récemment, l'OECD étant l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui démontre que les Allemands ont des semaines de travail plus courtes de 20% que les Canadiens, sans toutefois que ça affecte la force économique de l'Allemagne, qui est quand même un pays extrêmement puissant au point de vue économique. Donc, ça montre qu'il y a vraiment en fait des différences de culture entre les cultures de travail canadiennes et allemandes, mais puis ça a vraiment une influence qui est importante. Puis aussi, on a décidé de parler de la culture parce que, en fait, chaque personne a vraiment un attachement à sa culture. C'est vraiment un sentiment très fort. Ça fait partie de notre identité. Puis on trouvait justement que vu que c'était au cœur de chaque être humain, c'était quelque chose qui était vraiment important de traiter. Donc, pour poursuivre, je vais laisser la parole à ma collègue qui va nous expliquer en fait plus en détail l'étude de Hofstede. Dans le but d'effectuer une analyse complète de la culture allemande et pouvoir bien préparer un gestionnaire canadien à ce qu'il attend lors d'une expatriation en Allemagne, il est très pertinent d'effectuer une analyse dyadique et donc de comparer la situation entre le pays d'origine et le pays d'expatriation. Dans notre cas, donc, de comparer la situation du Canada au niveau culturel à la situation culturelle en Allemagne. Pour ce faire, nous effectuerons l'analyse en fonction des études de Hofstede. Mais qui est Hofstede? Hofstede, c'est un professeur émérite d'université aux Pays-Bas qui a fait durant les dernières décennies beaucoup d'analyses en matière culturelle en fonction de divers pays dans le monde.
Dans les années 67 à 73, il a comparé là, les réponses de cadres de filiales de IBM qui pratiquaient leur métier dans plus de 50 pays différents. Et c'est là-dessus qu'il a débuté ses recherches et basé ses résultats comparatifs dans ces années-là. Au départ, il n'y avait que 4 dimensions de comparaison et finalement, maintenant, depuis 2011, on est présentement à 6 dimensions de comparaison. Passons maintenant à l'analyse des 6 dimensions selon Hofstede. La première est la distance hiérarchique qui réfère à la distribution du pouvoir et à son acceptation dans la communauté. L'Allemagne a un indice faible, tout comme le Canada. Le contrôle n'est pas très apprécié et les réunions participatives sont encouragées. La présence d'une très forte classe moyenne en Allemagne est un des points qui peut justifier les résultats que l'on obtient au niveau de la distance hiérarchique. La deuxième dimension est l'individualisme versus le collectivisme. Cela traite de l'organisation du pays évalué. Plus l'indice est élevé, plus la société est individualiste. L'Allemagne est un pays individualiste, mais toutefois, on constate qu'il est en moins grande mesure que le Canada. L'autre point, la troisième dimension, est masculinité ou féminité. Plus l'indice est bas, plus la société évaluée est axée sur la qualité de vie et l'entraide, et plus l'indice est haut, plus la société valorise la compétition et la performance. On constate que la société allemande est plus axée sur la performance que la société canadienne. Il faut mentionner qu'ils accordent beaucoup d'importance à la compétitivité et au port de marque et au prestige qui est extrêmement plus présent au niveau de la société allemande. Un des points toutefois qu'on mentionnerait, il serait peut-être pertinent de réévaluer la nomenclature de la troisième dimension, considérant que l'on croit que la masculinité ou la féminité n'ont plus nécessairement leur place en termes de nomenclature pour la qualification entre la performance et la qualité de vie. La quatrième dimension est le contrôle face à l'incertitude. Plus l'indice est élevé, plus la société est axée sur un contrôle de l'incertitude. L'Allemagne tend à éviter l'incertitude beaucoup plus que le Canada. En fait, elle le contrôle dans sa réglementation en prenant moins de risques, en s'assurant d'avoir fait les vérifications nécessaires avant d'entreprendre un projet et de recourir fréquemment à l'expertise. Les Allemands valident aussi beaucoup plus les projets dans les détails pour contrer les erreurs dans l'évaluation de la qualité d'un projet. La cinquième dimension est l'orientation à long terme. Plus l'indice est faible, plus la société est centrée sur ses traditions et concentrée sur les résultats rapides et investit moins dans le futur. L'Allemagne est tenace, elle ne cherche pas autant la satisfaction à court terme et est axée sur l'épargne et l'investissement dans des objectifs à long terme. L'Allemagne a une vision définitivement plus à long terme que le Canada. La sixième dimension est plaisir ou modération, ou bien ce qu'on peut appeler l'indulgence. Plus l'indice est faible, plus la société contrôle ses pulsions et se restreint. L'Allemagne est moins centrée sur le plaisir que le Canada, et les Allemands, par la façon qu'ils ont été élevés, ont tendance à contrôler davantage leurs pulsions et désirs. Certains auteurs ont décidé de traiter de la métaphore de la machine bien huilée développée par Hofstede. Cette métaphore est, selon eux, la plus utilisée relativement au modèle allemand de gestion. Elle est caractérisée par une distance hiérarchique faible et une réduction de l'incertitude élevée. La hiérarchisation fait plutôt la place à la collégialité dans la gestion allemande. Effectivement, il y a la présence de processus, de procédures, de règles bien établies, ainsi que de la standardisation dans les organisations qui encadrent les relations entre les divers acteurs. Dans le fond, on peut dire que l'ensemble de ces cadres vient justement suppléer ce besoin de hiérarchisation au sein des organisations allemandes. Un des points important est aussi que le mode de gestion est axé sur le consensus. Effectivement, la recherche du consensus dans la prise de décision découle entre autres du modèle du capitalisme rhénan, qui est le capitalisme allemand, axé majoritairement sur la régulation et la négociation. Il faut aussi mentionner que la réforme luthérienne, qui rejette la hiérarchisation de l'Église, a eu un effet culturel dans les relations de travail allemandes. De plus, les relations professionnelles sont bien encadrées par de multiples intervenants dans les entreprises et une importante représentation des salariés, ce qui favorise le mode de gestion axé sur le consensus négocié. Il est intéressant aussi de mentionner que l'obtention de postes de gestion de niveau intermédiaire nécessite, en plus de diplômes d'expertise, de travailler aux échelons inférieurs et de les gravir par la suite. Il y a un terme allemand qui s'appelle le Fachwissen qui représente le concept de la compétence de métier et donc justement
qu'il faut non seulement avoir des études, mais aussi pratiquer à des niveaux inférieurs au sein de l'entreprise pour pouvoir espérer accéder à des postes de gestionnaire. Donc, moi, maintenant, je vais vous parler et vous donner des exemples plus concrets des 3 dimensions de Hofstede qui différencient le plus l'Allemagne du Canada. Donc, premièrement, le contrôle de l'incertitude. Comme vous avez pu le voir précédemment, l'Allemagne, contrairement au Canada, se sent menacée face aux incertitudes et face aux ambiguïtés. Et une de leurs manières de compenser pour ça, c'est d'accorder beaucoup d'importance et de crédibilité à l'expertise. Donc, autrement dit, s'ils sont incertains par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation, ils vont se fier à ce qu'ils considèrent comme des avis experts, donc souvent reconnus et validés par des diplômes. D'ailleurs, le doctorat est très répandu parmi les cadres supérieurs et les cadres dirigeants allemands. Les études les plus récentes démontrent qu'environ 50% des dirigeants allemands détiennent un titre de docteur, ce qui est sans équivalent en Europe. Donc, en Allemagne, la confiance, elle se gagne. Les gens opportunistes vont avoir moins de chances de grimper les échelons dans une entreprise. Ce qui va être pris en compte, c'est surtout le savoir-faire et l'expertise. Si on pense au Québec sur cet aspect-là, on a tendance ici à faire confiance un peu plus rapidement que si on parle avec quelqu'un et qu'on voit que ce qu'il dit fait du sens, on va déjà lui accorder un peu plus de crédibilité. J'ai moi-même travaillé en Allemagne dans une école comme assistante de langue française pendant près d'1 an, et le fait qu'ils accordent beaucoup d'importance à l'expertise, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué durant mon expérience. Donc, même si ma langue maternelle est le français, lorsque je donnais des nouvelles pour les manières d'enseigner une notion de français en particulier, ou que je tentais tout simplement de montrer un langage plus courant et plus utilisé dans la vie de tous les jours, j'ai eu l'impression que, puisque ça figurait pas dans nos manuels de cours et puisque mes collègues ne l'avaient pas appris de cette manière-là durant leurs études, elles y accordaient moins de crédibilité et finalement, elles gardaient le fonctionnement habituel. Donc, l'expertise auquel elles se fiaient, c'était donc surtout nos manuels de cours et leurs professeurs universitaires. Vivre ça en tant qu'expatrié et ne connaissant pas cet aspect-là de la société allemande, ça peut devenir frustrant et ça peut jouer sur le moral. Il est très facile de douter de nos propres capacités dans des situations comme celle-là, et c'est une des raisons pourquoi il est très important de se renseigner avant de partir. Donc, ensuite, l'orientation à long terme. Donc, alors qu'au Canada, on se concentre sur le court terme et on veut des résultats rapidement, les gens en Allemagne sont plutôt concentrés sur le long terme. Donc, ils retardent le succès et le plaisir à court terme pour préparer le futur. Un exemple qui vient très bien démontrer cette dimension-là en Allemagne, c'est le système éducatif. Les enfants vont à l'école primaire de 6 à 10 ans et ils sont ensuite répartis dans les différents types d'établissements en fonction de leurs capacités. Donc, il y a 3 types d'établissements secondaires. Premièrement, il y a la Hauptschule qui dure 5 ans et qui est pour les élèves qui ont un niveau académique moins fort. Donc, ceux qui en sortent font un apprentissage principalement sur les travaux manuels, souvent accompagnés avec des études à mi-temps dans les Berufsschule, qui sont des écoles professionnelles. Ensuite, il y a la Realschule qui dure 6 ans et qui est pour les élèves qui feront un apprentissage en commerce ou pour des études similaires à celles en infirmerie. L'accent est plus sur les mathématiques et les langues que sur les aspects manuels. Finalement, il y a les Gymnasium qui durent 8 ans et qui préparent les enfants aux études supérieures et se terminent avec l'Abitur, qui est un prérequis pour entrer à l'université. C'est la filière la plus demandée, mais c'est aussi la plus demandante côté devoirs et travaux. Donc, à 10-11 ans, on détermine donc en quelque sorte le futur d'un enfant et sa place dans la société plus tard. Le système allemand est très rigide et accorde beaucoup d'importance à la performance. Donc, ce qu'on peut voir avec ça, c'est que dès le plus jeune âge, cette orientation sur le long terme qu'on remarque en entreprise est déjà présente et inscrite dans la mentalité des gens. Finalement, la 3e dimension qui est l'indulgence, ou plutôt la retenue en ce qui concerne l'Allemagne. Donc, ils sont plus modérés que le Canada. Ils ont plus de normes sociales et ils vont agir en conséquence. Et ils vont aussi avoir plus de restrictions sur le temps libre et le plaisir, ce qu'on peut lier avec l'orientation sur le long terme dont j'ai parlé dans la diapositive précédente.
Plusieurs exemples peuvent venir démontrer ça en milieu de travail. Et pour des expatriés qui ne connaissent pas ce côté-là de l'Allemagne, certaines normes peuvent paraître assez inhabituelles et même cocasses. Les exemples que je m'apprête à vous donner nous proviennent entre autres du témoignage de Caroline, une Canadienne qui travaille en Allemagne depuis environ 3 ans comme conseillère juridique. Donc, premièrement, les Allemands vont au travail pour travailler et non pas pour développer des relations avec leurs collègues. Ils vont surtout parler de choses en lien avec le travail et moins en ce qui a trait à leur vie privée. Personne ne demande aux gens comment ça va. C'est considéré comme une question trop personnelle et ils sont toujours surpris de se faire poser cette question-là. Pourtant, c'est quelque chose qui est très banal pour nous ici de demander à une personne comment ça va. Ensuite, les gens se rencontrent peu entre collègues à l'extérieur du travail et peu de collègues deviennent amis. C'est donc très différent du Québec où on mélange facilement notre vie professionnelle et notre vie privée. Les Allemands sont un peu plus méfiants par rapport à ça, si on peut dire. Ils préfèrent faire leur travail vite fait et bien fait pour ensuite profiter du temps avec leur famille. Sinon, il est très important en Allemagne de saluer les gens à notre arrivée au bureau, mais aussi avant de quitter les lieux. Il est également important d'appeler les gens par monsieur, madame. En fait, il est plutôt mal vu de partir en douce et d'appeler les gens par leur prénom. Dernier exemple, à la fête d'anniversaire ou au départ d'une personne de l'entreprise, c'est à cette personne d'apporter le gâteau ou un petit buffet pour tous les collègues pour célébrer l'événement. Donc, comme je le disais, ça peut paraître assez cocasse pour nous d'apporter un gâteau pour se célébrer nous-mêmes avec les autres. Mais pour les Allemands, c'est important, c'est bien vu et tout le monde le fait. Ce ne sont donc que quelques exemples, mais ça nous démontre quand même bien l'importance des normes sociales au sein des entreprises et des organisations allemandes. Chacun s'y conforme et chacun les respecte. Afin d'illustrer certaines différences culturelles entre l'Allemagne et le Canada, nous allons regarder comment une entreprise canadienne, qui opère un bureau en Allemagne, vit ces différences. Cet exercice nous permettra également de voir que certaines dimensions peuvent varier dans le temps et en fonction du contexte dans lequel évolue l'entreprise, que ce soit le secteur d'activité ou les valeurs de cette entreprise. Nous allons nous pencher sur le cas de FedNav, une entreprise canadienne de transport maritime qui opère partout dans le monde. Nous avons parlé à Paul Gourdeau, premier vice-président de FedNav. FedNav est un armateur canadien qui opère une flotte de plus de 100 navires et une douzaine de terminaux portuaires situés dans les Grands Lacs, sur la côte est américaine et dans le golfe du Mexique. La flotte de FedNav transporte annuellement quelques 26 millions de tonnes de marchandises, principalement du vrac solide, grains, sucre, minerais de fer, concentré de cuivre et de nickel, de l'acier et des marchandises générales. L'entreprise opère sur le Saint-Laurent, les Grands Lacs, l'Arctique et un peu partout dans le monde. Elle a son siège social à Montréal et des bureaux notamment à Anvers, Hambourg, Rio de Janeiro, Singapour, Tokyo, de même que dans certaines villes canadiennes et américaines. FedNav emploie 300 personnes, dont 175 à son siège social. Elle a un bureau en Allemagne depuis 50 ans, où elle emploie 6 personnes, soit un directeur général, 3 courtiers en affrètement, un gestionnaire de contrat et un comptable. Il s'agit d'un petit bureau et d'une petite équipe qui nécessite une grande flexibilité, notamment au niveau opérationnel et fonctionnel. Le cas de FedNav est particulièrement intéressant puisque, d'une part, le responsable avec qui nous avons parlé a confirmé en quelque sorte l'analyse d'Hofstede et a observé les principales différences culturelles entre le Canada et l'Allemagne, que nous avons évoquées précédemment. Et d'autre part, parce que ce cas illustre bien certaines des critiques de la vision structuraliste. Nous faisons référence ici à 2 principales critiques, soit l'évolution des mentalités dans le temps, principalement due à l'arrivée de la nouvelle génération sur le marché du travail, et dans un deuxième temps, à la culture de l'entreprise et au contexte dans lequel elle évolue. Bien que le bureau d'Hambourg bénéficie d'une certaine autonomie, les décisions finales sont généralement prises au siège social à Montréal. On peut parler ici d'un modèle d'entreprise ethnocentrique. Le bureau d'Hambourg est cependant impliqué dans le processus et consulté sur une base continue. Cette consultation n'est pas sans rappeler qu'en Allemagne, tous les établissements ayant 5 employés et plus
doivent avoir un conseil d'entreprise où sont représentés les salariés. Ce dernier doit être consulté sur les décisions portant sur la gestion du personnel, de l'organisation et du travail. C'est ce qu'on appelle la codétermination. Les responsables du siège social de FEDNAV vont en Allemagne plusieurs fois par année, dont une pour présenter le plan, les stratégies commerciales et les objectifs annuels à l'ensemble de l'équipe. L'entreprise a noté des changements dans la façon dont les employés recevaient ces informations. Auparavant, ils intervenaient peu, étaient presque silencieux et n'étaient pas portés à discuter les décisions. Cette attitude témoigne d'un respect de la hiérarchie et de l'expertise, respect fortement ancré dans la culture allemande. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'hésite pas à discuter et même challenger les décisions lors des rencontres. Des débats ont lieu et les employés osent donner leur opinion. Néanmoins, une fois les discussions terminées, ils vont respecter la décision. Les représentants du siège social ont également noté une plus grande ouverture et des discussions plus ouvertes avec les employés lors de leur visite. Un des aspects discutés lors de notre entretien est la gestion des ressources humaines. Le directeur du bureau d'Hambourg est responsable de l'embauche, de la supervision, de l'évaluation des membres de l'équipe. Tout le processus se fait à Hambourg, mais doit respecter les méthodes de sélection établies par le siège social et qui se basent sur les CV, les références et l'entrevue structurée. C'est également le siège social qui établit les augmentations et les bonus annuels. En ce qui concerne le recrutement, une partie des employés ont d'abord été stagiaires au sein de l'entreprise. Cette façon de faire est fortement répandue en Allemagne en raison notamment du Dual Training System ou la formation en alternance. Ce système combine des formations ou stages en entreprise avec des cours théoriques dans des établissements d'enseignement. Toujours en lien avec la gestion des ressources humaines au bureau d'Hambourg, il est intéressant de voir comment cette dernière a évolué récemment. Après plus de 35 ans de service, le directeur du bureau d'Hambourg a pris sa retraite. Il y a un an et demi, un nouveau directeur a été embauché. Ce dernier, plus jeune et ayant une vaste expérience internationale, est arrivé avec de nouvelles façons de faire. Il a notamment éliminé les bureaux isolés pour mettre tout le monde dans la même salle. Il consulte son équipe et prend le temps de les écouter, de connaître ce qui les motive ou ce qui les dérange. Il a mis en place des activités sociales en dehors des heures de travail. Les employés ont répondu positivement à ce changement et ce nouveau style de gestion. Le nouveau directeur a solidifié son équipe qui prend plus de plaisir au travail. On sait que les Allemands vont au travail pour travailler, ce qui est fortement valorisé dans la culture allemande. À cet effet, nous avons demandé à notre interlocuteur comment la tendance au droit à la déconnexion, constatée un peu partout en Europe, se fait sentir à leur bureau d'Hambourg. Quoique bien au fait de cette tendance, on nous a cependant mentionné qu'elle ne s'était pas manifestée au bureau. C'est parfois même le contraire. Les employés veulent être connectés et le rester. À première vue, nous pourrions être tentés de croire que des éléments culturels dont on a abondamment discuté, la valorisation au travail entre autres, peut expliquer ce désir de rester connecté. Cependant, de nombreux articles de journaux et de reportages télé font état du droit à la déconnexion comme un phénomène répandu également en Allemagne. Il nous est donc permis de croire que la volonté des employés de FEDNAV à rester connectés origine plutôt du contexte dans lequel évolue l'entreprise. On parle ici de navires partout dans le monde, en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un bureau avec un décalage horaire avec le siège social. En bref, nos discussions avec l'entreprise nous ont permis de noter que les caractéristiques et les différences culturelles entre l'Allemagne et le Canada ont été observées au bureau de FEDNAV à Hambourg. Cependant, le cas de FEDNAV illustre bien certaines critiques de la vision structuraliste, dont l'évolution des mentalités dans le temps. Ici, on peut faire référence aux nouvelles façons de faire du directeur du bureau d'Hambourg ou au contexte dans lequel l'entreprise évolue. On peut faire référence ici au droit à la déconnexion. Des dimensions comme l'orientation à long terme ou le contrôle de l'incertitude demeurent cependant fortement ancrées, alors que certaines ont tendance à évoluer dans le temps. C'est notamment le cas de l'indulgence qui aurait tendance à prendre de l'importance. FEDNAV note que ces changements importants s'opèrent non seulement au bureau d'Hambourg, mais dans plusieurs bureaux de la compagnie à travers le monde. Ces changements seraient principalement dus à la nouvelle génération, plus ouverte, plus connectée et plus socialement impliquée. Donc, pour conclure, nous tenions à faire des recommandations pour accroître le succès d'une expatriation.
Donc d'abord, avant l'expatriation, pour une organisation, c'est important de sélectionner un candidat ayant des habiletés interculturelles. Puis aussi, c'est sûr que ça peut aider si le candidat a des facilités avec les langues étrangères. Aussi, c'est très important d'offrir des formations aux candidats avant le départ sur le nouveau pays où il sera expatrié. Pour un expatrié, lui c'est important qu'il s'informe sur la culture puis les modes de vie du nouveau pays d'accueil pour qu'il s'assure qu'il va bien s'intégrer dans ce pays-là. Pendant l'expatriation, ben pour une organisation, de s'assurer que l'expatrié s'adapte bien à son nouvel environnement, qu'il aime son nouveau mode de vie, puis dans l'entreprise, s'il s'adapte bien avec les autres. Donc, c'est important de l'accompagner puis de prendre régulièrement des nouvelles de lui. Pour un expatrié, lui, ben c'est sûr qu'il doit un peu sortir de l'organisation pour rencontrer des locaux là-bas, des personnes, qu'il doit s'inscrire dans les groupes pour rencontrer des nouvelles personnes, pour qu'il vive vraiment une expérience puis qu'il réussit à bien s'intégrer. Puis, il doit aussi également, s'informer sur les nouvelles locales, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays où il est expatrié. À son retour, après l'expatriation, ben, une organisation doit s'assurer de l'accompagner également dans son retour, que s'assurer que les besoins de l'employé sont bien comblés, qu'il est satisfait de son expérience, puis son retour en poste correspond vraiment à ses besoins. Puis, ben, pour l'expatrié, c'est important d'exprimer ces besoins-là à son employeur pour qu'il s'assure que tout le monde se comprenne entre eux. Également, avec l'expérience de FEDNAV, on montre que certaines différences culturelles tendent à changer dans le temps, puis à s'amenuiser avec l'arrivée de la nouvelle génération sur le marché du travail, puis que cette dernière est plus connectée sur le monde extérieur et plus ouverte. Donc, ça va probablement faciliter les expatriations dans le futur, puis probablement qu'on va en avoir de plus en plus. Puis on termine en disant que ce serait très intéressant de voir dans 10, 15 ou 20 ans comment que les différences culturelles identifiées entre les pays aujourd'hui auront évolué, puis dans le fond de l'analyse de Hofstede à travers les années. Donc, c'était le travail de l'équipe numéro 2, puis une présentation de nos références.